Bon, je vais commencer. Avant de commencer, j'ai 2 points. Le premier, c'est je vais essayer de vous encourager une nouvelle fois à poser des questions. Peut-être c'est un peu impressionnant, mais je pense que c'est plutôt mieux s'il y a des questions, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc surtout, n'hésitez pas. Je ne crois pas que je sois clair sur tous les points. Vous n'arriverez pas à me convaincre de ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Deuxième chose, donc, c'est qu'il y a un séminaire à 5h15. Aujourd'hui, c'est Jacques Pro qui va parler de membrane active. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler de ce que je vais appeler la théorie des gels actifs. Donc ce que je veux faire, hein, comme je l'ai annoncé au début, c'est une théorie que je vais appeler hydrodynamique des gels actifs. Ce n'est pas tout à fait la même théorie que la dernière fois. Je vais rajouter un point, c'est que je vais supposer cette fois que l'impulsion ou la quantité de mouvement est conservée. Donc en plus de la densité ou du nombre total de particules, ce qui va être conservé, c'est l'impulsion. Ce que j'ai en tête comme problème, c'est un problème dont j'ai déjà parlé 2 fois, qui est celui du cytosquelette des cellules. Le cytosquelette des cellules, au moins pour les propriétés mécaniques, ce qui compte, c'est ces filaments qu'on appelle de l'actine, que je vous ai déjà montré 2 fois. Et l'actine forme un gel qui est actif parce qu'elle interagit avec les moteurs moléculaires. Donc ce que je vais dire est plutôt très général, puisque c'est à peu près uniquement basé sur des arguments de symétrie. Mais ce que j'ai toujours derrière la tête, c'est un peu ça, c'est comment appliquer ça à des problèmes de biophysique. Et le problème auquel j'ai envie de l'appliquer, donc c'est le cytosquelette. Donc, je vous rappelle que je vous ai montré 2 choses sur tout cytosquelette. Je voudrais montrer déjà que c'était un système hors d'équilibre. Dans le premier cours, je vous ai montré que le théorème de fluctuation-dissipation n'était pas satisfait. Donc c'est vraiment un système hors d'équilibre. Ce qui consomme de l'énergie dans cette question-là, en partie, c'est les moteurs moléculaires. Il y a d'autres phénomènes qui consomment de l'énergie que je n'ai pas cités et que je n'ai pas vraiment envie de citer. Ce qui va être surtout facile à montrer, c'est le rôle des moteurs moléculaires dans cette histoire-là. Je vous ai après montré qu'il y avait des contraintes induites par les moteurs moléculaires dans ce gel, et je vous ai montré qu'il y avait des contraintes qui étaient contractiles, qui tendent à contracter le gel. Je vais un peu changer la méthode de présentation. Je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails que ce que j'ai fait la dernière fois. Et je vais vous montrer une méthode qui, cette fois, est complètement systématique. La dernière fois, je vous ai dit, bon, on va faire un peu comme on fait à l'équilibre. Là, il y a une méthode qui est complètement systématique, et vous allez voir qu'avec très, très peu d'hypothèses, on arrive à dériver des équations qui décrivent tout un tas de systèmes. Alors, on paye un peu pour ça. Ce qu'on va payer, c'est que je vais considérer que ce système est faiblement hors d'équilibre. C'est-à-dire qu'il est au voisinage de l'équilibre. Et pour décrire des systèmes au voisinage de l'équilibre, il y a des approches théoriques qui existent depuis les années 50 et dont le pionnier a été un physicien, un chimiste même, norvégien, dont le nom est Lars Onsager. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment on peut utiliser les idées de Onsager pour décrire des systèmes actifs. Donc ce que je veux faire, c'est la théorie hydrodynamique. Comme je vous ai expliqué le premier jour, ce que je vais chercher, c'est ce que j'ai appelé les variables hydrodynamiques ou les variables lentes. Alors, les variables hydrodynamiques, je vous ai expliqué qu'elles étaient de 2 types, ou 3 types si vous voulez. Le premier type, c'est les variables qui sont conservées. Le deuxième type, c'est les modes mous,
qui sont associées à des symétries continues du système. Puis je vous ai dit qu'il y en avait un troisième type qui était les variables critiques. Il n'y a pas de variables critiques dans ce problème-là. Donc j'ai que deux types de variables hydrodynamiques qui sont les quantités conservées et les modes mous. Alors la première quantité dont je vais considérer qu'elle est conservée, et pour ce qui est du cytosquelette de la cellule, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, c'est le nombre total de molécules. Alors, je vais faire, pour commencer, une approximation qui est un peu sauvage. Je vous ai dit que c'était un système où il y a de l'actine, où il y a des moteurs moléculaires, il y a un solvant, 80, je ne sais pas combien % du système, c'est de l'eau. Et puis, chose dont je ne parle pas, c'est qu'il y a tout un tas de protéines qui interagissent avec l'actine là-dedans. Ce que je vais faire, c'est considérer que ça, c'est un système à un constituant. Donc, je vais considérer que ce qui compte, c'est l'actine, et que tout le reste, je peux le prendre en compte de façon effective, en disant c'est des choses qui modifient les propriétés de l'actine. On peut faire des théories à plusieurs constituants, j'en dirai un mot à la fin. Elles sont beaucoup plus lourdes, et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est plutôt la façon dont on arrive à dériver ces équations-là. C'est bien plus simple de le faire sur un système à un constituant. Donc si j'ai un constituant, j'ai un nombre de molécules, que je vais appeler grand N. Et puis il y a une densité. Alors la densité pour moi, c'est le nombre de molécules par unité de volume. Je vais l'appeler petit n. Ça, c'est le nombre de molécules divisé par le volume. Et puis, vous savez que l'équation de conservation pour le nombre de molécules, elle s'écrit dn sur dt. Ça, c'est la dérivée temporelle de la densité, plus la divergence d'un courant. Est égal à 0. Dans ce problème-là, j'ai dit qu'il y avait un seul constituant. Il y a un champ de vitesse. Et du fait que je veux prendre en compte la conservation de l'impulsion, la vitesse est une variable hydrodynamique. Et s'il y a un seul constituant, le courant, c'est juste la densité fois la vitesse. Ou si vous voulez une façon plus qualitative de le dire, c'est que c'est l'écoulement qui transporte les molécules. Donc le courant pour ça, c'est J égale N fois V. Donc ça, c'est ma première quantité qui est conservée. La deuxième quantité, j'ai dit que c'était l'impulsion. Alors la quantité de mouvement d'une particule, c'est la masse fois la vitesse. Ce qui va m'intéresser, c'est la densité de quantité de mouvement, ou la densité d'impulsion. G. C'est la densité de masse. La masse, c'est le nombre de molécules par unité de volume fois la masse d'une molécule. Donc c'est N fois M fois V. Et je vais écrire pour un fluide la conservation de l'impulsion. Alors, il y a une première réponse à ça, c'est que vous connaissez tous la réponse. Pour un fluide visqueux, c'est l'équation de Navier-Stokes. Alors je ne vais pas l'écrire comme ça, mais ce que je vais écrire correspond tout à fait à l'équation de Navier-Stokes. Je vais l'écrire sous cette forme-là. C'est que la dérivée de la densité d'impulsion par rapport au temps, plus la divergence d'un courant est égale à 0. Donc d sur dt de G, plus la divergence d'un courant, donc le gradient d'un courant. Alors, le courant de molécule, c'est un vecteur. Le courant d'impulsion, c'est le courant d'un vecteur, donc c'est un tenseur. Et puis, vous savez que le flux d'impulsion, qui est exactement ce que je veux mettre là, c'est relié à la contrainte. Donc, je vais mettre un signe moins, simplement pour avoir directement la contrainte et pas balader des signes moins après. Et puis, cette quantité-là, je vais l'appeler sigma total, avec un tilde là. Et ça doit être égal à 0. Et tout ça, ça fait un vecteur. Alors maintenant, il faut que je vous dise ce que c'est exactement ce flux d'impulsion. Je vais l'écrire sigma alpha bêta total. Ça, c'est la composante alpha bêta de ce tenseur flux d'impulsion.
où alpha et bêta, c'est les coordonnées cartésiennes, donc c'est x ou y. Il y a deux termes, je vais mettre moins. Je vous ai dit que c'était relié à la contrainte dans le système, donc c'est moins la contrainte totale dans le système. Ça, c'est la contrainte totale dans le système. Et puis, il y a un terme qui est plus n fois m, donc la densité de masse fois V alpha fois V bêta. Alors ce terme-là, vous pouvez le voir de plusieurs façons. Pour les gens qui font de la mécanique des fluides, ça s'appelle le tenseur de Reynolds. Une autre façon de le voir, c'est un peu ce que j'ai dit là pour le courant J, c'est de dire qu'il y a certainement un terme où l'écoulement transporte l'impulsion. Et ce que vous dit ça, c'est que l'impulsion Nm fois V alpha est transportée dans la direction bêta par la vitesse. Alors ça, c'est un terme qui ne dissipe pas d'énergie. Donc toute la viscosité du fluide, elle est comprise dans la contrainte. C'est un terme qui est inertiel. En fait, ce que je vais faire dans toute la suite, c'est une théorie qui est linéaire. Si je fais une théorie linéaire, vous voyez qu'il y a 2 fois la vitesse là. Donc ça, c'est un terme quadratique. Donc dans toute la suite, ce terme-là est négligeable. Ceci dit, je pourrais le garder. Et puis, si vous voulez jouer, vous pouvez reporter là-dedans. Il faut utiliser ce résultat-là. Et vous pouvez montrer que cette équation que j'écris comme ça de façon très simple, c'est vraiment l'équation de Navier-Stokes. Donc je ne suis pas en train de vous embobiner. J'écris simplement l'équation de Navier-Stokes dans un fluide qui dit simplement que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces sur un élément de volume donné. Donc voilà la conservation de l'impulsion. À la conservation de l'impulsion, ça veut dire que par rapport à ce que j'ai fait la dernière fois, je vais garder une variable supplémentaire qui va être le champ de vitesse, et surtout que le champ de vitesse n'est pas du tout relié à ce à quoi il était relié la dernière fois, c'est-à-dire à l'orientation ou la polarisation P. Cette fois, j'ai 2 variables indépendantes qui sont la polarisation et le champ de vitesse. Donc il y a 2 quantités qui sont conservées, la masse ou le nombre de molécules et l'impulsion. Je vais encore insister une dernière fois, l'énergie n'est pas conservée parce que c'est un système actif, donc on injecte de l'énergie dans le système et le système dissipe cette énergie. Donc j'insiste là-dessus, hein, c'est ça qui est un peu original par rapport à ce qui avait été fait avant, c'est que l'énergie n'est pas conservée. Donc voilà les 2 quantités qui sont conservées. Maintenant, je peux regarder les symétries du système pour identifier les modes mous. Alors, je vais supposer, comme la dernière fois, que j'ai des objets qui sont allongés, et puis que ces objets peuvent s'aligner pour avoir un ordre qui est soit nématique, soit polaire. Alors, s'il est polaire, c'est facile. Je prends les vecteurs qui sont unitaires, qui sont posés sur chacune des molécules, je moyenne localement et ça me donne une polarisation. S'il est nématique, et c'est plutôt ça que je vais traiter aujourd'hui, je vous dirai à la fin ce que ça change que d'avoir un système polaire, mais ça change très très peu de choses au niveau auquel je travaille. Ce qu'il faut que je considère, c'est un directeur, c'est-à-dire que je fixe une direction P, et les directions P et moins P sont équivalentes. Donc si je renverse P, je retombe sur la même direction. Donc ce que je vais regarder, c'est plutôt un directeur P. Alors pour définir un vecteur à 3 dimensions, il faut fixer le module du vecteur et il faut fixer 2 angles d'orientation du vecteur. Le module du vecteur, il n'est pas associé à une symétrie continue, donc ce n'est pas une variable hydrodynamique. Les 2 orientations, en faisant tourner le système dans une direction quelconque, je vais garder la même énergie, c'est à peu près évident, si l'espace est invariant par rotation. Ça veut dire qu'il y a 2 modes mous qui correspondent aux 2 orientations du vecteur P. Ou si je suis à 2 dimensions, il y a un seul mode mou qui correspond à l'orientation du vecteur P. Alors je vais prendre dans toute la suite du cours une limite qui est un peu extrême. Comme je ne veux pas considérer le module du vecteur P, je vais supposer que le module de ce vecteur est 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fluctuation, c'est complètement aligné
le long du directeur P. Donc, dans toute la suite, le module de P est égal à 1. Donc il y a deux variables hydrodynamiques qui sont les deux orientations du vecteur P. Donc voilà les variables hydrodynamiques que j'ai, la densité, le champ de vitesse, et puis les deux orientations du vecteur P. Alors si je veux faire les choses comme l'effet Onsager, la première chose à considérer, c'est ce qu'il appelle la production d'entropie. Alors je vais me simplifier la vie. Je vais supposer que mon système est à température constante. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un système est à température constante dans ce cadre-là? Ça veut dire que le système est en contact avec un réservoir, que ce réservoir, lui, est à l'équilibre thermodynamique et que ce réservoir, merci, est à la température T. Donc je vais vous faire un schéma que vous avez dû voir des dizaines de fois, où je dessine un grand réservoir que j'appelle R. À l'intérieur de ce réservoir, je dessine mon système que j'appelle S. Et puis, si je veux maintenir la température constante, il faut que j'autorise des échanges d'énergie entre le réservoir et le système. Alors, si j'appelle dU la variation d'énergie du système, dU du réservoir, la variation d'énergie du réservoir, je vais supposer que le système total est isolé, donc qu'il n'échange pas de l'énergie avec l'extérieur, et donc la variation d'énergie totale, dU plus dUR, est égale à 0. Maintenant, si je veux écrire la variation d'entropie totale, ça va être la variation d'entropie du système S plus la variation d'entropie du réservoir. Donc ds total, c'est du, ds, ça c'est le changement d'entropie du système, plus le changement d'entropie du réservoir, dsr. Maintenant, le réservoir, il est à l'équilibre thermodynamique. Donc pour le réservoir, et j'insiste bien pour le réservoir seulement, je peux utiliser les lois de la thermodynamique. Et la loi de la thermodynamique, c'est que la variation de l'entropie du réservoir, c'est la variation d'énergie divisée par la température. Donc du ds du réservoir, c'est du du réservoir divisé par la température. Puis après, du du réservoir, je peux l'écrire comme moins la variation d'entropie du système. Et si je reporte là-dedans, je vais trouver que la variation d'entropie du système total, c'est moins la variation d'énergie du système. Où F, c'est U moins TS. U, c'est l'énergie du système. S, c'est l'entropie du système. Et T, c'est la température du réservoir et pas la température du système. Donc si je veux regarder les variations de l'entropie totale, je peux regarder les variations d'énergie libre du système. Donc c'est à ça que je vais m'intéresser. Je vais m'intéresser à ds sur dt, donc la production d'entropie. ds total sur dt. Puis comme vous connaissez le deuxième principe de la thermodynamique, cette variation d'entropie totale, elle doit être positive. Alors pour aller plus loin, il faut que je regarde maintenant qu'est-ce que c'est que l'énergie libre du système. L'énergie libre du système F,
va dépendre des deux variables que j'ai envie de garder. Elle va dépendre de la densité, petit n, et puis de l'orientation du directeur, petit p. Je vais écrire la différentielle de cette énergie libre, dF. Alors je me place à volume constant, il faut bien que je fixe le système que j'étudie. Donc le système que j'étudie, il est à l'intérieur d'un volume V. Donc je ne parle pas de la dérivée par rapport au volume, je vais parler de la dérivée par rapport à n. Ça c'est... Alors c'est n, ou n fois V, qui est le nombre total de molécules. Oui, voilà, merci. Vous pouvez nous rappeler pourquoi dST égale moins dF? Pourquoi dST égale moins dF? Si je prends ce DSR qui est là, ça fait ds... Alors il manque un T là. Bien sûr, merci. Il a raison. Hein. Il faut râler quand j'oublie ça. Donc dF, ça va être mu dn, où n est le nombre total de molécules, moins quelque chose que je vais appeler H, qui est le champ conjugué au directeur P, que je vais appeler le champ orientationnel. Fois dp, puis ça c'est par unité de volume, donc je vais multiplier par V. Donc H, c'est la dérivée, moins, la dérivée de l'énergie libre par unité de volume par rapport à V. Comme la dernière fois, il faut que j'autorise l'énergie libre à dépendre de P, mais aussi des gradients de P. Donc je vais écrire que H, c'est moins la dérivée fonctionnelle par rapport à l'orientation, par rapport au directeur P. Alors, si j'écris... Ouais. Il n'y a pas un problème d'homogénéité là. Sur la première ligne, ST est homogène à F, et sur la troisième ligne, ST est homogène... Oui, parce que j'ai corrigé ici et je ne l'ai pas fait. Je vais mettre TDS sur DT, qui est toujours ce que j'ai envie d'écrire. Merci. J'ai laissé tomber la température, mais il faut la mettre, bien sûr. Bien sûr. Donc je vais écrire maintenant la variation d'énergie libre. Donc je vais écrire dF sur dt. Alors ça va être une somme sur le volume. Puis je vais avoir mu dn sur dt. Ce que je suis en train d'écrire, c'est que dans un petit volume dr, le nombre de molécules, c'est simplement dr fois la densité petit n, moins h dp sur dt. Et puis si mon système, localement, a une vitesse v, il faut que je rajoute l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, EC, pour une molécule en particulier, c'est 1,5 de mv2. Donc c'est 1,5 de n fois m fois v2. Et ça, c'est 1,5 de l'impulsion fois la vitesse. Donc l'énergie cinétique, elle contribue à l'énergie libre. Et je vais écrire la dérivée de l'énergie cinétique, donc plus d sur dt. Donc voilà pour ce système-là, la variation d'énergie libre. Ce qui m'intéresse, c'est la production d'entropie, T, la dérivée de l'entropie totale par rapport au temps, qui est moins dF sur dt. Alors avant d'aller plus loin, je vais discuter l'énergie libre que je vais prendre pour ce système-là, puis après je reviendrai à la production d'entropie. Je vais écrire la thermodynamique, si vous voulez.
vais mettre nématique et puis je parlerai un peu de ce qui se passe quand le système est polaire. Alors l'énergie libre d'un liquide nématique, elle a été établie au siècle dernier par quelqu'un qui s'appelle Franck, qui était un Anglais. Ça s'appelle l'énergie libre de Franck. F égale. Alors c'est l'énergie par unité de volume. Donc elle va dépendre du volume. Il est à peu près évident que l'énergie libre ne doit pas dépendre de l'orientation P elle-même, mais elle ne doit dépendre que de ses gradients, parce que si elle dépendait que de l'orientation P, je pourrais faire tourner le système comme je veux, et l'énergie libre ne changerait jamais. Donc elle dépend que des gradients. Si c'est un système nématique, elle doit être invariante pour changement de P en moins P, donc elle doit dépendre du carré des gradients de P. Et ce qu'a fait Franck, c'est un développement en puissance des gradients. Alors je ne vais pas vous faire ça de façon systématique, je vais vous écrire le résultat, puis je vais essayer de vous commenter ce que chacun des termes représente. Donc il y a un premier terme qui est K1 sur 2 divergence de P au carré. Il y a un deuxième terme qui est K2 sur 2 P scalaire rotationnel de P au carré. Puis il y a un troisième terme qui est K3 sur 2 P vectoriel rotationnel de P. Tout ça au carré. Ça, c'est par la contribution nématique à l'énergie. Il y a trois constantes qui s'appellent les constantes de Franck. Ça, c'est la raideur, c'est-à-dire c'est l'énergie que ça coûte de créer des gradients dans le système. Et puis, il y a un terme qui va dépendre de la densité, donc plus F0 de n. Là-dedans, je n'écris pas la dépendance à température et je n'écris pas la dépendance en volume. Éventuellement, les constantes de Franck pourraient dépendre de la densité. Alors, qu'est-ce que représentent ces trois termes-là? Ce que je vais faire, c'est vous montrer les déformations du directeur qui ne conduisent qu'à un des termes donnés. Donc le premier terme qu'on va regarder, c'est ce terme-là, le terme K1, c'est ce qu'on appelle le terme de divergence. Si vous prenez un système où l'orientation est comme ça, donc, diverge à partir d'un point, le seul terme qui est non nul, c'est celui-là. Donc ce que vous caractérise ce K1, c'est l'énergie de cette configuration-là, ou ce que ça coûte que de créer une divergence de P dans le système. Le deuxième terme, c'est un terme de torsion. Alors j'ai un peu du mal à faire des dessins à 3 dimensions. Avant de faire un dessin, je vais vous dire ce que c'est. Donc quand c'est orienté parallèle comme ça, si je fais tourner en me déplaçant le long d'un axe l'orientation du directeur, je crée ce qu'on appelle une torsion. Donc ça veut dire que en bas, il est dans cette direction-là. Puis après, je dessine la projection dans le plan. Elle devient de plus en plus petite parce qu'il tourne comme ça. Ici, il est nul. Et puis, il réaugmente là. Donc c'est le directeur qui tourne perpendiculairement à son orientation dans une direction donnée. Ça, c'est ce qu'on appelle la torsion. Ce terme-là, alors c'est moins facile à voir que le terme de divergence, mais ce terme-là, c'est l'énergie d'une torsion pure, et la torsion est égale à 0 pour les deux autres termes. Et puis il y a un troisième terme qui, lui, est plus facile à dessiner, qui est le terme de courbure. Alors, la courbure, je trace les lignes qui sont tangentes à P, et c'est associé à la courbure de ces lignes qui sont tangentes à P. Et cette déformation de courbure est associée à ce troisième terme-là. Dans beaucoup de choses que je ferai après, je regarderai des problèmes à 2 dimensions.
Alors à 2 dimensions, il n'y a pas de twist, hein, parce qu'il faut 3 dimensions pour faire un twist. Hein, il faut que je puisse tourner autour d'un axe donné comme ça. Donc à 2 dimensions, il n'y a pas de twist. Donc il y a simplement ces 2 termes-là. Il y a un terme de courbure et un terme de divergence. Il y a une approximation très simple à 2 dimensions qui consiste à supposer que les 2 constantes de Franck, K1 et K3, sont égales. Si les 2 constantes de Franck sont égales et que je suis à 2 dimensions, j'ai une seule orientation de P. Donc la façon dont je peux caractériser le directeur à 2 dimensions, c'est de le caractériser par un angle par rapport à une direction donnée. Je vais caractériser par un angle par rapport à cette direction que je vais appeler θ, où cette direction jaune est une direction fixe. Si on essaye de faire ça, l'énergie prend une forme très simple, F égale 1/2 de K, somme sur toute la surface, cette fois, de gradient θ au carré. Alors évidemment, ce n'est pas moi qui vais décider si les 2 constantes sont égales, mais ça simplifie beaucoup les choses de regarder ça et ça élimine des complexités mathématiques. Donc je ferai ça dans beaucoup des exemples que je ferai, en restant bien conscient qu'il peut y avoir des effets qui sont dus au fait que K1 et K3 sont différents. Donc c'est ça que je veux faire. Alors j'ai parlé du champ orientationnel. Je vous ai dit, c'est la variable conjuguée à P pour l'énergie libre. Une autre façon de le voir, vous prenez un système par exemple qui est ferroélectrique, où P, ça serait la polarisation électrique. Le champ conjugué à la polarisation électrique, c'est le champ électrique. Donc moi j'aime bien le sentir comme ça parce que c'est quelque chose qui me paraît plus concret. Et c'est simplement la dérivée moins dH sur dP. Alors il faut que je m'arrête un tout petit peu. Je vous ai dit ce que je veux faire dans toute la suite, c'est supposer que le module de P est égal à 1. Alors, il y a une façon simple de supposer que le module de P est égal à 1, c'est d'introduire un multiplicateur de Lagrange qui impose que le module de P est égal à 1. Alors ce que je vais imposer, ce n'est pas que le module est égal à 1, je vais imposer que le carré du module est égal à 1. Donc je vais imposer le multiplicateur de Lagrange tel que P2 égale 1. Et puis je vais pour ça rajouter un terme à l'énergie libre. Qui va être somme. C'est quelque chose que je vais appeler H0 sur 2 parallèles. Et puis P2 dr. Je rajoute ce terme-là à l'énergie qui est là. Je fais tous mes calculs avec l'énergie libre avec ce terme-là. Et à la fin, je calcule le champ local H0 de façon à ce que P2 soit égal à 1. Donc ça me simplifie la vie de le faire comme ça. Une autre façon de le faire, si je l'écris comme ça uniquement en fonction de l'angle, je sais que P2 est déjà égal à 1, donc je n'ai pas besoin de faire ça. Dans la théorie générale, ce sera plus simple de faire ça. Le champ ici, c'est H0 parallèle le long de P, donc il est parallèle, ce champ H0, il est parallèle à P. Donc c'est pour ça que je l'appelle H0 parallèle. Alors vous pouvez me dire, ici j'ai un modèle simple pour l'énergie libre, est-ce que je peux calculer le champ orientationnel pour ce modèle simple-là? Alors le champ orientationnel, au lieu de le prendre dans une base liée au référentiel, x, y, je peux le calculer dans la direction le long de P et dans la direction perpendiculaire à P.
Comme j'ai un multiplicateur de Lagrange ici dans la direction parallèle, le champ dans la direction parallèle à P ne va jouer aucun rôle. Donc je ne vais pas en parler pour l'instant. La seule chose qui joue un rôle, c'est le champ perpendiculaire à P. Je vais l'appeler H perpendiculaire. En gros, le champ perpendiculaire à P, c'est un couple qui va faire tourner P. Donc c'est la dérivée de cette énergie-là par rapport à l'angle θ. Donc on peut le calculer comme ça. Et ce qu'on trouve, c'est que H perpendiculaire, c'est K, qui est ma constante de Franck, que j'ai supposé égale pour ces deux choses-là, fois le Laplacien de θ. Évidemment, si le système est à l'équilibre, il n'y a pas de champ extérieur, donc H doit être égal à 0. Donc l'équation d'équilibre pour θ dans ce système-là, c'est Laplacien de θ égale 0. Si le système n'est pas à 10 dimensions, ou si je veux garder des constantes de Franck qui ne sont pas la même dans les deux directions, il faut que je parte de cette énergie-là, et puis que je calcule la dérivée fonctionnelle. C'est un peu lourd, mais ça se fait très bien, et on arrive très bien à le faire si on le souhaite. Dans les exemples que je vais vous montrer aujourd'hui, je me limiterai à cette approximation-là. Il y a une deuxième chose. Alors, premier commentaire, déjà, c'est ça, c'est vrai pour un système nématique. Qu'est-ce qui se passe pour un système polaire ? Alors, si le système est nématique, la première chose que je vous ai dit, c'est que l'énergie doit être invariante pour un changement de pan en moins P. Et ce que je prétends, c'est que ce qui a été fait là, c'est l'énergie la plus générale qui est autorisée, qui dépend du carré de P et simplement du carré des gradients. Donc il y a absolument tous les termes qu'il faut ici. Si le système est polaire, on n'a plus besoin que l'énergie libre soit invariante par changement de P en moins P. Donc il faut que je fasse un scalaire avec P et le gradient. Il n'y en a qu'un, c'est celui que j'ai écrit la dernière fois. Il y a un terme en plus dans l'énergie libre par unité de volume. Qui va être proportionnel à divergence de P. Ça va être quelque chose comme K divergence de P. Je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois. Si je mets dans cette énergie-là un terme qui est K divergence de P où K est constant, à cause du théorème de la divergence, je peux l'intégrer. Et ce terme-là, c'est un terme de surface. Donc je peux rajouter un terme comme ça, mais ce terme-là ne va pas compter dans le volume de l'échantillon, il va compter simplement sur les surfaces. Le seul cas où ce terme-là compte, c'est si le préfacteur ici dépend de la position. Alors, je vous ai montré des exemples la semaine dernière où K dépendait de la densité et de la polarisation, puisque c'est un système qui est polaire. La densité et la polarisation elles-mêmes dépendent de la position R. Et dans ce cas, il y a une contribution locale qui dépend du volume, parce que si K dépend de R, ce terme-là, ce n'est pas vraiment une divergence, et donc je ne peux pas l'intégrer sur les surfaces. Donc pour un système polaire, la seule différence, c'est qu'il y a un terme comme ça, et puis pour qu'il compte, il faut que le préfacteur soit indépendant de la position. Alors il y a une dernière chose que je veux discuter sur la thermodynamique de ces systèmes-là. C'est ce que je vais appeler la contrainte anisotrope.
si vous vous rappelez de votre premier cours de mécanique des fluides, le premier jour, on vous a dit les forces, on va les représenter par des contraintes. Donc il y a un tenseur des contraintes. Je vais l'appeler sigma total alpha bêta. Et puis à la ligne d'après, on vous a dit, mais si le système est invariant par rotation, le tenseur des contraintes est symétrique et sigma alpha bêta est égal à sigma bêta alpha. Alors, si je prends mon système nématique, il y a une direction privilégiée. Donc le système n'est pas invariant par rotation, puisque j'ai une direction privilégiée. Et donc cet argument ne marche plus. Et donc ça veut dire que dans un liquide nématique, le tenseur des contraintes n'est pas symétrique. Qu'est-ce que représente sigma alpha bêta moins sigma bêta alpha? C'est un couple qui agit dans le système. Il y a une direction privilégiée, donc il peut y avoir des couples localement, et le couple, c'est la partie antisymétrique du tenseur des contraintes. Donc dans un liquide nématique, il y a des couples localement, et ces couples, c'est la partie antisymétrique du tenseur des contraintes. Alors je ne vais pas vous montrer comment on calcule cette partie antisymétrique du tenseur des contraintes. Ce qu'il faut, c'est étudier la conservation du moment angulaire. Et en étudiant la conservation du moment angulaire, on arrive à calculer la partie antisymétrique de la contrainte. Donc la contrainte je vais l'appeler sigma antisymétrique alpha bêta. Donc on étudie la conservation du moment angulaire et on peut montrer, pour un système où toute l'énergie est invariante par rotation, que sigma alpha bêta A, c'est 1,5 de P bêta H alpha moins P alpha H bêta. C'est bien antisymétrique, hein. Si vous inversez alpha et bêta, ça inverse les deux termes, et ça change la contrainte en moins la contrainte. Donc voilà la partie antisymétrique du tenseur des contraintes. C'est vrai pour un nématique, ce n'est pas vrai pour un système chiral. Pour un système chiral, mon argument est trop simple. Il faut faire plus attention en étudiant la conservation du moment angulaire. Il y a d'autres termes qui peuvent intervenir dans cette contrainte antisymétrique. En particulier, il va y avoir des termes qui sont d'origine active, donc qui sont dus au fait que le système est hors d'équilibre, qui interviennent dans cette contrainte antisymétrique. Alors ça a été étudié en détail dans le groupe de Frank Jülicher par Frank Jülicher. Sébastien Furtauer. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un très très beau travail. Ce que je vais faire, c'est me limiter au cas simple. Hein, comme je disais, ce que je veux vous montrer, c'est comment on arrive à dériver des équations hydrodynamiques pour un système actif. Donc je me limite aux systèmes qui ne sont pas chiraux. Et dans ce cas-là, la contrainte antisymétrique est donnée par ce résultat classique qui est là. Donc voilà ce que je voulais dire sur la thermodynamique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est revenir à la production d'entropie et puis définir ce que j'appelle des flux et des forces et vous montrer comment on utilise la symétrie par renversement du temps. Alors,
Donc je reprends l'endroit où j'étais. Ce que je vous calculais, c'était la variation de l'énergie libre avec le temps. Donc df sur dt. C'était une somme sur le volume. J'avais mu dn sur dt. J'avais le terme d'orientation, moins h dp sur dt. Et puis j'avais la dérivée de l'énergie cinétique, plus d sur dt. De 1,5 de g fois v. Je n'ai pas parlé d'activité encore. Donc quelque part, il y a quelque chose que je n'ai pas pris en compte, c'est que le système consomme de l'énergie. Alors je vais revenir à mon système cellulaire, le cytosquelette. Je vous ai dit, ce qui consomme de l'énergie, c'est les moteurs moléculaires. Et la consommation d'énergie dans le cytosquelette, c'est la consommation de cette molécule qu'on appelle l'ATP. Il y a hydrolyse de l'ATP, et ça produit de l'énergie. Comme je disais dans le premier cours, si je laissais la réaction d'hydrolyse de l'ATP se faire comme ça, on consommerait l'ATP, et puis la réaction d'hydrolyse de l'ATP arriverait à l'équilibre, et le système mourrait complètement. Donc ce qui est important dans cette histoire-là, c'est qu'il y a quelque chose qui régénère l'ATP. Donc il y a des machines dans la cellule qui régénèrent l'ATP et qui elles-mêmes consomment de l'énergie parce que la cellule a besoin de nutriments. Donc c'est le fait que la cellule se nourrit qui permet de maintenir le niveau d'ATP constant. Et c'est bien un système qui consomme de l'énergie, puisqu'on a besoin des nutriments pour que la cellule marche. Autrement, on arriverait à un système mort, qui est un système à l'équilibre thermodynamique. Donc la façon dont je vais caractériser ça, c'est que je vais appeler delta mu l'énergie qui est produite par une hydrolyse d'ATP. Donc chaque fois que localement il y a hydrolyse d'une molécule d'ATP, la cellule récupère une énergie qui est delta mu. Et puis je vais introduire le taux de consommation de l'ATP. Ça, c'est le nombre de molécules d'ATP qui sont consommées par unité de temps et par unité de volume. Alors, je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais j'ai l'habitude de le faire comme ça, et je vais me planter si je ne le fais pas comme ça. C'est que ce taux de consommation de l'ATP, je vais l'appeler petit r. Ça n'a rien à voir avec la position. La position, elle a toujours une flèche, c'est un vecteur. Ça, c'est le nombre de molécules d'ATP qui sont consommées par unité de temps et par unité de volume. Maintenant, l'énergie consommée par unité de temps et par unité de volume, c'est l'énergie pour une molécule fois ce taux-là. Donc cette énergie-là, c'est juste R fois delta U. Donc dans ma variation d'énergie libre, maintenant, si je veux faire des bilans d'énergie libre, il faudra que je retranche cette énergie-là, qui est une énergie qui est consommée. Donc ici, je vais juste rajouter un terme qui est moins
R fois delta mu. Je vais insister sur le fait que c'est le seul endroit où je prends en compte que le système est actif. La seule chose que je sais sur le système, c'est qu'il consomme de l'énergie, et je mets à la main cette énergie dans le bilan d'énergie libre. Ou si je reviens maintenant à la production d'entropie, la production d'entropie, c'est moins dF sur dt, donc ça c'est moins T, ds total sur dt, et c'est ma production d'entropie dans le système. Donc voilà la production totale d'entropie dans le système. Alors après, il faut la réécrire. Il faut la réécrire en utilisant les lois de conservation, en faisant des intégrations par partie, et puis en utilisant ce qu'on appelle la relation de Gibbs-Duhem. Alors je vais vous l'écrire. Vous savez qu'en thermodynamique, la relation de Gibbs-Duhem, elle traduit simplement l'extensivité des fonctions thermodynamiques. On peut l'écrire pour un fluide, ça c'est ce que vous avez tous vu, mais on peut l'écrire aussi pour un système nématique comme ça. Alors je vais simplement vous la donner dans la limite linéaire dans laquelle je suis en train de travailler. Ce qu'elle donne, c'est la variation de pression, dP, égale n dmu. Ça, c'est ce qu'on a pour un fluide simple. Et puis, il y a un terme qui est associé à la variable P, qui est plus H dP. Donc, les variables P, mu, P et la pression ne sont pas indépendantes. Elles sont reliées par cette relation-là, de façon à ce que les fonctions thermodynamiques du système soient extensives. Donc, il faut réécrire cette production d'entropie-là en utilisant ça, en utilisant les lois de conservation que je vous ai données pour le nombre de molécules et pour l'impulsion, et puis en intégrant par partie un certain nombre de fois. Alors je ne vais pas le faire, c'est un peu sordide comme calcul, c'est de l'algèbre vraiment bête et méchante. Et donc je vais écrire la production d'entropie maintenant, ce qu'on trouve à la fin. Donc je vais écrire que T ds total sur dt égale somme de dr. Alors, il y a un terme que je ne change pas, c'est celui-là. Ça, c'est R delta mu, ça, c'est la consommation d'ATP. Puis après, il y a deux autres termes que je vais écrire, et puis après, je vous expliquerai exactement ce que c'est. Donc, plus sigma alpha bêta fois V alpha bêta, plus P alpha H alpha. Alors, ce que je vous ai introduit tout à l'heure, c'est la contrainte totale dans le système. Je vais appeler sigma total alpha bêta. Dans la contrainte totale, il y a la pression. Donc, je vais écrire que le premier terme, c'est la pression. Ça, c'est moins P delta alpha bêta, la pression c'est une contrainte diagonale. Après, je vous ai dit, mais mon système est nématique, donc il y a une contribution à la contrainte qui est antisymétrique. Donc je vais rajouter le terme sigma A alpha bêta. Puis après, il reste un autre terme que je vais appeler sigma alpha bêta. Alors, je ne sais pas très bien quel est le nom français de ce terme-là. En anglais, il s'appelle deviatoric stress. J'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé des choses bizarres. J'ai trouvé l'adjectif déviatorique, j'ai trouvé tenseur déviateur, j'ai trouvé tenseur des contraintes, ce qui n'est pas terrible parce que pour moi, c'est celui-là. Enfin, c'est ce qui reste une fois que vous avez enlevé la pression et une fois que vous avez enlevé la composante antisymétrique. Si vous avez enlevé la composante antisymétrique, ce qui reste, c'est la composante symétrique. Donc, sigma alpha bêta, c'est un tenseur des contraintes symétriques.
je vais l'appeler déviateur parce que je n'ai pas... Je n'ai pas trouvé de mot plus simple. Si vous prenez un fluide simple, maintenant, vous oubliez que c'est un système nématique. Vous oubliez que c'est actif. Ça, c'est simplement la contrainte visqueuse. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de généraliser la notion de contrainte visqueuse comme ça, en prenant la contrainte totale, où j'ai enlevé la pression, et la partie antisymétrique de la contrainte. Donc voilà pour ce terme-là. Il faut que je vous définisse ce que c'est que V alpha bêta. Alors, V alpha bêta, c'est le tenseur taux de cisaillement. C'est-à-dire que V alpha bêta, c'est 1/2 de D alpha. Donc, ce que je note D alpha, c'est la dérivée par rapport à la coordonnée alpha. V bêta, V alpha. Donc, c'est la partie symétrique du gradient de vitesse. Aussi, c'est bon. Alpha, il manque le bêta. Et puis, quand j'ai des indices qui se répètent ici, j'utilise la convention d'Einstein. Donc, je suppose qu'implicitement, il y a une somme sur les indices répétés. Donc ça, en gros, c'est la dissipation visqueuse, plus les termes qui vont m'intéresser. Puis après, il y a un terme un peu équivalent qui vient de ce terme-là. H, c'est le champ orientationnel. En gros, grand P ici, c'est la dérivée par rapport au temps du directeur. Alors, ce n'est pas tout à fait la dérivée. Grand P, c'est la dérivée corotationnelle du directeur par rapport au temps. J'efface mal. Alors, je vais la noter P. Égale un grand D comme ça pour indiquer que c'est la dérivée corotationnelle de P par rapport au temps. Alors, c'est la dérivée partielle. Après, il y a un terme de translation, qui est le terme qu'on retrouve dans l'équation de Navier-Stokes, donc V scalaire gradient appliqué à petit p. Et puis, il y a un terme de rotation. Le terme de rotation, c'est plus oméga. Vectoriel P, où petit oméga, c'est le vecteur rotation dans le système. Dans un fluide, le vecteur rotation, c'est la moitié du rotationnel de la vitesse. En fait, il faut que ça soit cette dérivée-là qui arrive. Hein. On a un système, si je tourne toute la polarisation ensemble, le système doit être invariant par rotation et je dois retrouver les mêmes équations. Ces choses-là assurent que quand on fait une rotation du système, on retrouve la même équation. C'est pour ça qu'on retrouve la dérivée corotationnelle. Donc voilà la production d'entropie dans ce système-là. Et c'est là que je vais utiliser la théorie d'Onsager. Alors, ce que nous dit Onsager, c'est que pour écrire la production d'entropie, je peux l'écrire comme des sommes de termes, où chaque terme est le produit d'un flux thermodynamique par une force thermodynamique.
Alors si je regarde ici, j'ai 3 termes, et j'ai le choix de ce que j'appelle le flux et de ce que j'appelle la force. Donc je vais choisir mes forces thermodynamiques. Et je vais écrire ici les flux associés. Alors, je vais choisir que la force associée à la consommation d'énergie, c'est delta mu. Donc la force, ça va être delta mu. Et le flux associé, c'est petit r. Je vais choisir comme force thermodynamique associée au champ de vitesse le gradient de vitesse, donc V alpha bêta, la partie symétrique du gradient de vitesse. Donc je mets V alpha bêta ici, et le champ conjugué, c'est la contrainte sigma alpha bêta. Et puis j'en ai un troisième, je vais choisir comme force à chaque fois, qui est le champ extérieur. Et puis ici, j'ai cette dérivée corotationnelle P alpha. Parce que je vais en avoir besoin dans une minute, je vais regarder qu'est-ce qui se passe si je renverse le temps et qu'est-ce qui arrive aux forces si je renverse le temps. Delta mu, c'est une énergie. Si je renverse le temps, l'énergie, c'est une dérivée seconde. Elle n'est pas changée par renversement du temps. Ça veut dire que la signature de delta mu par une opération de renversement du temps, c'est plus 1. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, pour delta mu, c'est plus 1. V alpha bêta, c'est le gradient d'une vitesse. Donc quand je renverse le temps, je renverse la vitesse devient moins la vitesse. Quand je prends le gradient, ça ne change pas ça. Donc la signature par renversement du temps, c'est moins 1 ici. Et puis, H alpha, c'est un champ, c'est la variable conjuguée de petit p. Là aussi, quand je renverse le temps, H alpha ne va pas changer quand je renverse le temps. Donc ici, j'ai plus 1. Ce que considère Onsager, c'est que j'ai des forces qui vont créer des flux. Certaines de ces forces changent de signe quand je renverse le temps. Certaines de ces forces ne changent pas de signe quand je renverse le temps. Par contre, les flux conjugués ici, ils ont deux parties. Ils ont une partie qui change de signe et une partie qui ne change pas de signe. Alors, ce que fait Onsager, c'est qu'il va séparer tous ces flux-là, R, sigma alpha bêta et P alpha, en deux composantes, une composante qu'on appelle réactive et une composante qu'on appelle dissipative. Donc je vais écrire que R, c'est R réactif plus R dissipatif. La partie dissipative, c'est celle qui va être associée à la dissipation d'énergie dans le système. Dans ce cadre-là, la partie dissipative, c'est celle qui a la même signature par renversement du temps que la force conjuguée. La partie réactive, c'est celle qui correspond au stockage d'énergie dans le système, et celle-là, elle a une signature opposée à la force conjuguée. Donc ça veut dire que R dissipatif, il n'est pas changé quand je renverse le temps. Par contre, R réactif, il est changé en son opposé quand je renverse le temps. Je peux faire la même chose pour les deux autres flux. Donc sigma alpha bêta, je vais l'écrire sigma alpha bêta dissipatif plus sigma alpha bêta réactif. Cette fois, la force, quand je renverse le temps, elle est multipliée par moins 1. Donc la partie dissipative de la contrainte va être multipliée par moins 1 quand je renverse le temps. Par contre, celle-là ne va pas changer de signe quand je renverse le temps. Et puis, la variation du directeur par rapport au temps, ça va être un P alpha dissipatif plus P alpha réactif. Cette partie-là, dissipative, doit avoir la même signature que H alpha, donc elle ne change pas quand je renverse le temps. Cette partie-là va changer quand je renverse le temps. Donc on part de ces trois flux et de ces trois forces-là. Et puis ce que dit Onsager, c'est que pour avoir le comportement du système, il faut écrire la relation
la plus générale qu'on peut écrire entre les flux et les forces, qui soit linéaire et qui respecte les symétries du problème. Donc c'est ça que je vais faire maintenant. Je vais écrire la relation la plus générale possible entre les flux qui sont là et les forces qui sont là, en imposant qu'elles respectent les symétries du problème. Qu'est-ce que ça veut dire que je respecte les symétries du problème? J'ai des indices ici, donc je vais avoir des quantités qui sont des scalaires, je vais avoir des quantités qui sont des vecteurs, et je vais avoir des quantités qui sont des tenseurs. Bon, les scalaires, c'est des scalaires, je vais les garder comme ça. Les vecteurs, a priori dans mon problème, je connais deux vecteurs, P et le vecteur gradient. Donc tous les vecteurs, ils vont être proportionnels soit à P, soit au vecteur gradient. En vous rappelant ce que j'ai dit la dernière fois sur la théorie hydrodynamique, je regarde le comportement à très grande distance, donc le gradient est petit devant P. Donc il y a deux vecteurs. Le gradient est petit, donc le terme dominant, quand j'aurai un vecteur, il sera proportionnel à P. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai des tenseurs? Donc, je pourrais faire des tenseurs avec le gradient, mais comme je fais une théorie hydrodynamique, il vaut mieux que je les fasse avec P, ça sera ça les termes dominants. Il y en a deux que je peux faire avec P. Il y en a un qui ne dépend pas de P, c'est le tenseur unité, delta, alpha, bêta. Et puis, il y en a un deuxième, c'est multiplié P par P, P alpha, P bêta. Je vais choisir, pour une raison que je vais vous expliquer dans une seconde, des tenseurs qui sont de trace nulle. Donc, je vais écrire un tenseur Q alpha bêta égale P alpha, P bêta. Si je le fais à 3 dimensions, il faut que je mette moins 1 tiers de delta alpha bêta. Si je le fais à 2 dimensions, il faut que je mette moins 1 demi. Je vais mettre moins 1 sur D. Où D, c'est 2 à 2 dimensions et 3 à 3 dimensions. Oui. Alors, c'est là que la théorie est extrêmement générale. J'ai le droit de choisir ce que j'appelle un flux et ce que j'appelle une force. Je vais vous faire la théorie comme ça, parce que la première fois, on l'a faite comme ça, et on est content de l'avoir faite comme ça. Mais je pourrais très bien décider que le flux, la force, c'est sigma alpha bêta, et le flux, c'est V alpha bêta. Alors, c'est historique pour nous. La première fois qu'on l'a fait, on a décidé que c'était ça la bonne façon de le faire. Mais si tu fais la théorie en sens inverse, tous les coefficients que je vais introduire auront leur équivalent, et on peut calculer l'un en fonction de l'autre. Toutes ces théories-là viennent de l'hydrodynamique des cristaux liquides. Alors, Jacques va me corriger, parce que c'est lui mon expert des cristaux liquides. Mais dans les cristaux liquides, il y avait deux écoles, l'école française et l'école de Harvard. Je ne sais pas laquelle est laquelle, mais il y en a qui considéraient que c'était ça la force et ça le flux, et d'autres qui considéraient que c'était ça la force et ça le flux. Évidemment, comment? Ça, c'est celui d'Harvard. Évidemment, ces deux formulations sont indépendantes, sont équivalentes, et à la fin, il faut qu'on puisse exprimer tout ce qu'on fait dans une formulation en fonction de l'autre. Et on peut vérifier sur des modèles très simples que les deux sont équivalents. Je ne vais pas le faire parce que ça me prendrait une demi-heure, mais on peut faire des modèles, et si vous voulez, venez me voir, je vous montrerai le modèle que moi je connais, et qui m'a convaincu qu'on avait le droit de le faire dans un sens ou dans l'autre. Mais ça, c'est un choix que j'ai fait, et j'insiste sur le fait qu'il est arbitraire. Les matrices seraient plus simples, peut-être, si je prenais que des systèmes de signature égale à 1, ici, mais c'est même pas sûr.
Justement, c'est plus simple comme ça. Oui, oui, parce que bon, je vais le faire. Là. Donc, mais on arrive à le faire des deux façons, et c'est le choix arbitraire de la personne qui fait les choses qui choisit. Bon, merci, je ne vais pas mentionner ça, mais d'accord, tout le monde est d'accord avec ça? Donc maintenant, mon jeu, c'est d'écrire la relation linéaire entre le flux et la force, qui respecte à la fois ses signatures en fonction du temps, et qui respecte mes symétries d'orientation ici sur les vecteurs et les tenseurs. Alors évidemment, pour faire ça, je suis obligé de séparer pour chacun des flux la partie réactive du flux et la partie dissipative du flux, parce qu'elles ont des signatures indépendantes par renversement du temps. Alors, je vais le faire pour la partie dissipative. Alors, je vais le faire pour un liquide pneumatique. Actif. Et puis, je vais même simplifier encore mon problème. Je vais supposer que le liquide est incompressible. Si le liquide est incompressible, la divergence de la vitesse est égale à 0. Bon, je vais l'écrire de deux façons. Hein. Divergence de V. Ça, dans ma notation avec les indices, c'est d gamma, V gamma, et ça, c'est 0. Maintenant, si le liquide est incompressible, la pression, vous pouvez l'avoir comme un multiplicateur de Lagrange qui vous permet d'assurer cette condition d'incompressibilité ici. Ça veut dire que je pourrais faire mon calcul pour une pression quelconque en n'imposant pas cette condition-là. Puis à la fin du calcul, j'impose que divergence de V est égale à 0 et ça me fixera la pression. Si je reprends la contrainte qui m'intéresse, qui est sigma alpha bêta, je vais la décomposer en deux. Je vais dire dans sigma alpha bêta, il y a un terme qui correspond à une pression. Ça, c'est le terme qui correspond à la trace de mon système. Donc, c'est sigma qui est un scalaire fois delta alpha bêta. Et puis, il y a quelque chose qui a une trace nulle, que je vais appeler sigma tilde alpha bêta, où ce que j'impose, c'est que ce sigma tilde, il a une trace nulle, donc sigma tilde alpha alpha est égal à 0. Ce sigma-là, je peux l'intégrer dans la pression. Donc je n'apprendrai pas grand-chose avec ce sigma-là. Je peux le rajouter à la pression. Et puis, au lieu de déterminer un multiplicateur de Lagrange qui est P, je me déterminerai un multiplicateur de Lagrange qui est P plus sigma. C'est très bien, mais ça ne m'apprendra pas grand-chose. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est plus m'intéresser à ces parties qui sont diagonales des contraintes, en disant ça sert simplement à assurer l'incompressibilité du système. Je vais surtout m'intéresser à cette partie-là, qui est quelque chose de trace nulle. Donc ce qui va compter ici, c'est la partie non diagonale de ce tenseur-là. Alors, je vais m'intéresser au flux dissipatif. J'en ai trois. Alors, je vais commencer par sigma alpha bêta dissipatif. Et comme je viens de le dire, je regarde que la partie qui est non diagonale. Oui. Alors, tous les termes diagonaux, je les ai renvoyés dans la pression. Ce n'est pas qu'ils sont nuls, c'est que je les ai renvoyés dans la pression.
Mais déterminer un multiplicateur de Lagrange ou un multiplicateur de Lagrange plus quelque chose, c'est la même chose. J'ai un P alpha dissipatif et j'ai un R dissipatif. Alors, sigma alpha bêta dissipatif, il est là, il est conjugué au gradient de vitesse, donc il va avoir une signature moins 1 par renversement du temps. Je veux l'exprimer comme une somme des termes qui sont linéaires dans les forces. La seule force qui a une signature moins 1 par renversement du temps, c'est celle-là. Donc c'est V alpha bêta. Donc dans sigma alpha bêta dissipatif, il y a un seul terme, c'est V alpha bêta. Et puis le coefficient entre la contrainte et le gradient de vitesse, c'est la viscosité. Et donc je vais mettre un facteur 2 ici. 2 état V alpha bêta. Personne n'oral, c'est bien. Oui. Très bien, je recommence. Je dis, je veux écrire la partie dissipative de cette quantité-là, d'accord ? Elle ne peut dépendre que de quantités qui sont elles-mêmes dissipatives. Ici, la seule force qui est changée en moins la force quand je renverse le temps, c'est V alpha bêta. Je ne peux pas ajouter des choses qui ont une signature positive et une signature négative, parce qu'autrement, quand je renverse le temps, ça va mal se passer. Donc la seule chose qu'il peut y avoir ici, c'est V alpha bêta. Ça va ? Alors j'ai triché, je voulais le dire après, mais je vais le dire tout de suite. Si je prends deux tenseurs comme ça, la relation la plus générale, c'est pas ça. Ça serait 2 état alpha, bêta, gamma, delta, V gamma delta, où ça c'est un tenseur d'ordre 4, et après il faut que je cherche tous les tenseurs d'ordre 4 qui respectent les symétries du problème. Ça fait 3 viscosités indépendantes si on fait ça. Je ne vais pas les écrire. En gros, je suppose que ces 3 viscosités indépendantes sont égales, et il ne reste plus que ce terme-là. La raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'il n'y a pas de physique nouvelle qui est apportée par cette chose-là. Donc si on veut être vraiment quantitatif, il faudrait faire ça. Il y a 3 quantités indépendantes dans ce tenseur-là, mais je ne vais pas l'écrire. D'abord, c'est un peu long à écrire, hein, c'est écrit dans mes notes, vous pouvez regarder, mais ça n'apporte pas de physique nouvelle, donc je vais me limiter à ça, sachant que là, j'ai fait quelque chose qui n'est pas tout à fait général, et que j'ai oublié 2 viscosités dans ce problème-là. Après, donc j'ai P, ça c'est la dérivée du directeur par rapport au temps. Donc ce P-là, il est dissipatif, et dedans, je vais pouvoir mettre que des forces qui ont une signature plus 1 quand je renverse le temps. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un terme en H alpha, qui est déjà un vecteur, et puis il va y avoir un terme en delta mu. P alpha dissipatif est proportionnel à H alpha. Il y a un coefficient ici, je vais l'appeler gamma 1. Ça, c'est un coefficient de transport qui a exactement le même statut que la viscosité. Et ce que je vais vous expliquer dans une minute, c'est qu'il a tellement le même statut que la viscosité, c'est qu'il est homogène et une viscosité en plus. Et ces 2 coefficients, parce que c'est des coefficients diagonaux, doivent être positifs. Par contre, j'ai un deuxième terme qui dépend de delta mu. Un terme qui dépend de delta mu, ça veut dire que c'est quelque chose qui est actif. Ça caractérise le fait que le système est hors équilibre thermodynamique. Ici, j'ai un vecteur. Ici, j'ai un scalaire. Donc, il faut que je le multiplie par un vecteur. Comme je vous ai dit que le seul vecteur que je possédais, c'était P alpha. Ici, je mets P alpha. Et puis, il y a un coefficient que je vais appeler lambda. Mon troisième thème, c'est R dissipatif. R dissipatif, il a une signature plus 1. Donc, c'est pareil, il peut y avoir que des termes en delta mu et des termes en H alpha. Donc, il y a un terme en delta mu. Alors le terme en delta mu, il a un coefficient, qui lui aussi est dissipatif, parce que la dissipation doit être positive. Et puis j'ai ce H alpha là. H alpha, c'est un vecteur. Il faut que je fasse un scalaire avec ce vecteur. Donc il faut que je le multiplie par P alpha. Et là, c'est important que P soit un vecteur de module 1. Et puis ce que nous dit Onsager, c'est que la matrice des coefficients dissipatifs est symétrique.
Ça, c'est ce qu'on appelle les relations d'Onsager. Donc le coefficient qui est ici, ce n'est pas un nouveau coefficient, c'est le même coefficient diagonal qui est là, d'après la relation d'Onsager. Et c'est là que je suppose que mon système est faiblement au voisinage de l'équilibre. Je suppose que ces relations d'Onsager qui sont valables au voisinage de l'équilibre sont satisfaites, et donc que ces deux coefficients sont égaux. Si je me place loin de l'équilibre, je n'ai aucune contrainte. Il faudrait que je prenne un autre coefficient ici, lambda bar, et je n'aurai pas de relation entre lambda et lambda bar. En me plaçant au voisinage de l'équilibre, je vais limiter le nombre de coefficients qui sont pertinents, et j'arriverai à faire quelque chose qui est facile à appréhender. Donc voilà, oui. Vous choisissez P alpha comme vecteur comme petit delta mu à la ligne du milieu. Ouais. Mais pas pour multiplier delta mu dans la ligne du bas. Alors, je répète pourquoi j'ai mis P alpha. Je dis ce que je sais, c'est. Oui. Pourquoi j'ai mis petit p alpha ici? Je sais que je veux écrire quelque chose qui est proportionnel à delta mu, et je sais que c'est un vecteur, parce que ça c'est dp sur dt. Et ce que j'ai dit, c'est qu'à cause de mes relations de symétrie qui sont encore là, la seule chose que je peux mettre comme vecteur ici, c'est p alpha. Alors vous pouvez me dire, je pourrais mettre gradient alpha de delta mu. Ces termes-là existent, ils sont plus petits dans la limite thermodynamique. Et c'est pour ça que la limite thermodynamique est utile, parce que vous voyez que finalement, alors j'ai mis une viscosité, je pourrais en avoir 3. J'ai une viscosité rotationnelle, et puis j'ai 2 nouveaux coefficients, et c'est tout. Donc voilà pour les flux dissipatifs. Maintenant, je vais vous écrire les flux réactifs. Alors j'ai pareil, j'ai un terme sigma alpha bêta réactif. Une remarque que j'aurais dû faire tout à l'heure, c'est que j'ai pris la partie qui n'avait pas de trace ici, mais si le fluide est incompressible, le gradient de vitesse n'a pas de trace non plus, donc je respecte bien que les transferts sans trace n'ont pas de trace. Sigma alpha bêta réactif, j'ai un P alpha réactif et j'ai un petit r réactif. Alors sigma alpha bêta réactif, il est là, il doit avoir une signature plus 1. Ça veut dire qu'il va avoir des termes proportionnels à H alpha et des termes proportionnels à delta mu. Alors, ce qui est simple, c'est le terme proportionnel à delta mu. Sigma alpha bêta, c'est un tenseur, et c'est un tenseur de trace nulle. Donc, il faut que je revienne ici. Les deux tenseurs que j'ai, c'est ces deux-là. Celui-là, il n'a pas de trace nulle parce que c'est l'identité. Celui-là, il a une trace nulle, c'est pour ça que j'ai soustrait moins 1 sur d delta alpha bêta ici. Donc ici, j'ai Q alpha bêta. Et puis, il y a un coefficient. Celui-là, il n'y a aucune raison, sauf qu'une fois qu'on a commencé à l'appeler d'une certaine façon, on continue. Je vais l'appeler moins de zeta et pas plus de zeta. Donc je mets un tenseur de trace nulle. J'ai quelque chose qui est actif ici. Et puis, j'ai un coefficient que j'aime bien appeler l'activité. Cette activité, c'est le coefficient de proportionnalité. Et lui aussi, il a le même statut que ces choses-là, c'est-à-dire c'est des coefficients de transport. Après, plus quelque chose qui est proportionnel à H alpha. H alpha, c'est un vecteur. Il faut que je fasse un tenseur. Alors comment est-ce que je fais un tenseur avec H alpha? Il faut que j'utilise un autre vecteur. Donc il faut que je fasse H alpha P bêta. Mais sigma alpha bêta, puisque j'ai enlevé la partie antisymétrique, c'est quelque chose qui est symétrique. Donc il faut que je symétrise ce tenseur. Donc plus P alpha H bêta. Et puis je veux quelque chose qui a une trace nulle, donc il faut que j'enlève la trace. Donc moins P gamma H gamma delta alpha bêta. Et là, il faut que je divise par 3. Et il y en a 2, parce qu'il y en a un qui vient de là et un qui vient de là. Donc en faisant comme ça, à 3 dimensions, j'ai un tenseur symétrique de trace nulle. Et alors, il faut que je prenne le même coefficient que dans mes notes, autrement à la fin, ça va devenir faux. C'est plus nu 1 sur 2. Donc voilà la contrainte réactive. Ça, c'est celle qui ne va pas dissiper de l'énergie. En fonction de delta mu, ça, c'est le terme actif.
Et ça, c'est le terme passif qui ne dépend que de H, qui est le champ orientationnel. Et puis, il faut que je regarde maintenant R réactif. R réactif, il a une signature -1. Si je mets -1 ici, la seule chose qu'il peut avoir, c'est V alpha bêta. Alors, j'ai oublié P, je le ferai après. Hein. Mais, pareil, ça c'est le terme croisé entre R, entre delta mu et V alpha bêta. Donc, il y a une relation d'Onsager. Alors, V alpha bêta, c'est un tenseur. Si je veux en faire un scalaire, il faut que je mette P alpha, P bêta. Et puis, ce que dit la relation d'Onsager pour les coefficients réactifs, pour une raison que je vais vous montrer dans une minute, c'est que la matrice des coefficients réactifs, elle n'est pas symétrique, elle est antisymétrique. Ici, il y a plus nu1 sur 2. Ici, je vais mettre moins nu1. Alors, le demi, il vient du fait qu'il y a deux termes. Il y a P alpha H bêta plus H bêta P alpha. C'est zeta qu'il faut que je mette là. C'est le coefficient croisé entre R et sigma, donc c'est plus zeta ici. Voilà. Et puis j'en ai un troisième, qui est P alpha réactif. Alors, P alpha réactif, il a une signature -1, donc la seule chose qu'il a, c'est V alpha bêta. Alors, V alpha bêta, c'est ce terme-là que je regarde. Il faut que j'en fasse un vecteur, donc c'est V alpha bêta P bêta. Et puis la matrice est antisymétrique, donc le coefficient, c'est -nu1. Donc voilà les trois flux réactifs en fonction des trois forces. Et en faisant ça, j'ai respecté toutes les signatures par renversement du temps. Et puis j'ai respecté toutes les symétries qui étaient là. Donc ce que ça me donne, ça, si j'ajoute les deux, ce que je vais vous écrire dans une seconde, c'est une relation entre les flux, donc qui sont, si je connais ça, je connaîtrai toutes les contraintes, la variation de P par rapport au temps, et puis l'énergie que j'ai consommée par unité de temps, qui est le nombre de molécules d'ATP que j'ai consommées par unité de temps. Et j'aurai ça en fonction de ces trois variables-là. Ça, c'est ce qu'on appelle des relations constitutives. Alors, je vais vous les écrire proprement une fois. Donc, j'ai sigma alpha bêta tilde égale 2 zeta V alpha bêta moins zeta delta mu Q alpha bêta plus nu1 sur 2 P alpha H bêta plus P bêta H alpha moins 2 tiers de delta alpha bêta P gamma H gamma. J'ai un P alpha égale H alpha sur gamma 1 moins nu1 P alpha bêta P bêta plus lambda delta mu P alpha. Et j'ai un R qui est grand lambda delta mu plus lambda alpha P alpha plus zeta Q alpha bêta V alpha bêta. Alors, je n'ai pas fait ce qu'il fallait ici. Je me suis arrêté au milieu. Hein. R, je vous ai dit, c'est proportionnel à V alpha bêta. Il faut que je transforme ça en un scalaire. Le seul scalaire que je peux utiliser, c'est Q alpha bêta, parce que si je mets delta alpha bêta, ça va donner 0. Donc ici, il y a un Q alpha bêta que je n'ai pas écrit.
Comment? Ah, il est là. Je n'avais pas vu. C'est pareil d'écrire P alpha, P bêta ou Q alpha bêta, parce que le terme avec la trace donne 0. Merci. Donc voilà les relations constitutives de mon système qui me donnent ces trois flux-là en fonction des trois forces qui sont là. Alors j'ai une remarque qui est un peu triviale, mais que je crois qu'il faut faire. C'est que je vais revenir à la production d'entropie. T. Alors, ce que je vous ai écrit tout à l'heure, c'est qu'il y a un terme qui est associé à la consommation d'ATP, ça c'est R delta U. Il y a un terme qui est associé à la contrainte, ça c'est sigma alpha bêta V alpha bêta, et je vous laisse vérifier que je mette sigma ou sigma tilde, c'est pareil. Parce que la trace de V est égale à 0. Et puis il y a un troisième terme qui est plus P. Évidemment, et c'est pour ça que j'ai défini les flux dissipatifs et les flux réactifs, ce que je veux, c'est que cette production d'entropie ne dépende que des flux qui sont dissipatifs. Donc si j'ai fait les choses correctement, c'est somme de dr, R dissipatif delta U, plus sigma tilde alpha bêta dissipatif V alpha bêta, plus P alpha dissipatif H alpha. Alors je ne vais pas le faire, je ne vais pas reporter bêtement, je vous laisse vérifier, mais ça marche, et ça marche uniquement parce que la matrice des coefficients réactifs est antisymétrique. Donc quand j'ai imposé cette relation d'Onsager que si j'ai un signe moins ici, je dois avoir un signe plus ici, ça m'élimine tous les termes réactifs de cette équation-là. Donc les termes réactifs ne contribuent pas à la dissipation, c'est uniquement les termes dissipatifs qui contribuent à la dissipation. Alors, il faut que je regarde quelle heure il est, et il est l'heure d'arrêter. Je reprendrai ça la semaine prochaine. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous montrer physiquement ce que représentent tous ces termes-là. Je m'arrête là, sauf s'il y a une question immédiate, urgente à poser.